Salut à tous. Les rues anciennes de Jérusalem ont déjà connu les sirènes. Ses habitants se sont habitués à la secousse d'une alerte d'urgence, à la course vers les abris et au grondement lointain d'une interception quelque part au-dessus de la ville. Mais rien, dans le long et douloureux catalogue des menaces que la ville a absorbées au fil des décennies, ne l'avait préparé à ce qui s'est produit lorsque 4 missiles balistiques iraniens, Sedjil 2, ont déchiré le ciel nocturne dans une salve coordonnée visant directement le cœur de l'une des villes les plus chargées d'histoire au monde. L'attaque ne visait ni une piste en périphérie de la ville, ni une installation radar dans les collines environnantes. Les missiles étaient programmés pour frapper Jérusalem elle-même, les secteurs ouest et sud où se trouve la Knesset, la Cour suprême d'Israël et le centre névralgique concentré de son autorité gouvernementale. En quelques minutes, la ville est passée d'une activité de soirée ordinaire à une panique généralisée, alors que les alertes aériennes s'activaient simultanément dans plusieurs quartiers. Les services d'urgence ont été placés en état d'alerte maximale et les habitants se sont rués vers les abris souterrains en nombre comme on n'en avait pas vu depuis les tout premiers jours du conflit. 3 des 4 missiles ont été détruits avant d'atteindre la ville, un ne l'a pas été. Il a explosé dans le quartier de Mala, au sud-ouest de Jérusalem, à moins de 2 km du bâtiment de la Knesset. Un immeuble résidentiel a absorbé toute la force de l'impact de l'ogive et s'est effondré. 3 bâtiments voisins ont subi des dommages structurels suffisamment graves pour nécessiter une évacuation. Au moment où les équipes de secours ont fini de fouiller les décombres au cours des heures suivantes, 31 personnes étaient confirmées mortes et plus de 90 blessés, des bilans qui continuaient d'augmenter à mesure que les opérations de recherche se poursuivaient dans la nuit. Parmi les morts confirmés, il y avait des enfants. Jérusalem venait d'être frappée par un missile balistique iranien. Les implications de cette phrase sur les plans militaires, diplomatiques, politiques et symboliques continuent de se propager dans un conflit qui vient de franchir un seuil dont il ne peut plus revenir. Pour comprendre pourquoi cette attaque représente quelque chose de catégoriquement différent de tout ce qui l'a précédé, il faut comprendre l'arme précise que l'Iran a choisi d'utiliser. Le Sedjil 2 n'est pas un système Pradesh. Les ingénieurs iraniens l'ont testé avec succès pour la première fois en 2008 et il fait partie intégrante de l'inventaire stratégique de missiles du pays depuis près de 2 décennies. Ce qui rend son emploi dans cette frappe significatif, ce n'est pas son âge, mais son architecture, sa portée et le choix délibéré de le déployer contre cette cible précise dans cette configuration précise. Le Sedjil 2 est un missile balistique à 2 étages propulsé au combustible solide avec une portée maximale d'environ 2000 km et une capacité d'emport suffisante pour livrer une ogive assez puissante pour détruire des structures durcies. Ce rayon d'action de 2000 km couvre pratiquement toute la région du Moyen-Orient, s'étend sur la péninsule arabique, atteint les frontières de l'Asie centrale et va jusqu'aux marges sud-est de l'Europe continentale. Chaque gouvernement situé dans ce rayon vient d'assister en direct à une démonstration de ce que cette arme peut faire lorsque l'Iran décide de l'utiliser. Le système de propulsion au combustible solide est l'élément où réside en grande partie la valeur opérationnelle du Sedjil 2 et c'est aussi la caractéristique qui a le plus directement créé la crise défensive ayant permis à l'un des 4 missiles d'atteindre Mala. Les missiles balistiques propulsés au carburant liquide ne peuvent pas simplement rester en état de lancement immédiat. Ils doivent être ravitaillés avant chaque utilisation, un processus qui prend du temps et génère des signatures détectables, signatures thermiques, activités logistiques et changements dans le profil thermique d'un site de lancement que les systèmes de surveillance satellitaire qui scrutent la région en continu sont précisément conçus pour repérer. Cette fenêtre de ravitaillement, même comprimée par des équipes au sol efficace, crée un préavis avant que l'arme ne quitte réellement le sol. Le combustible solide élimine cette fenêtre. Un Sedjil 2 peut être transporté vers une position de lancement, dissimulé sous le relief ou sous des filets de camouflage, puis lancé dans un délai qui ne laisse aucune alerte préalable réellement utile aux forces de défense. Le premier indice fiable d'une attaque entrante peut être la signature thermique de la phase propulsée du missile, le panache infrarouge qu'il génère lorsque ses moteurs s'allument et qu'il accélère en quittant son véhicule de lancement.
À partir de ce moment de première détection, le réseau de défense aérienne dispose d'environ 12 à 14 minutes avant que l'arme n'atteigne sa cible. Cela signifie 12 minutes pour détecter, classifier, suivre, projeter une trajectoire, calculer une géométrie d'interception et engager des missiles intercepteurs pendant que la menace accélère encore dans sa phase propulsée et entame le long arc de son vol de mi-course. Face à une salve de 4 missiles, décalés dans le temps précisément pour mettre sous tension les systèmes de conduite de tir, ces 12 minutes sont loin d'être confortables. Le réseau Arrow a réussi 3 interceptions pendant cette fenêtre. Le 4e est passé. Les analystes militaires qui examinent les détails de la frappe ont noté que cette configuration en salve de 4 missiles n'était pas un choix opérationnel aléatoire. Elle reflète un calcul délibéré sur les limites de résistance des systèmes de défense antimissiles multicouches et sur la relation entre la taille d'une salve et la probabilité d'interception. Tout système de défense aérienne avancé dispose d'un nombre fini de missiles intercepteurs pour un engagement donné. Lorsque plusieurs menaces entrantes arrivent simultanément ou à très court intervalle, le système de conduite de tir défensif doit répartir ses intercepteurs entre les cibles entrantes en engageant au moins un et généralement plus d'un intercepteur par missile ennemi afin d'assurer une probabilité de destruction suffisante pour chaque menace individuelle. Plus le nombre de missiles dans la salve entrante augmente, plus l'inventaire défensif est étiré. À un certain point, si la salve est assez importante et si le timing est assez serré, les mathématiques commencent à favoriser l'attaquant. 4 missiles contre le réseau Arrow au-dessus de Jérusalem ont produit un taux d'interception de 75%. Autrement dit, un missile sur 4 a atteint la ville. Si l'on applique ce taux d'interception à une salve théorique plus importante, les mathématiques deviennent concrètes. 8 missiles donnent 2 impacts, 12 missiles en donnent 3. Les planificateurs de la défense civile qui travaillent sur ces calculs dans les heures qui ont suivi la frappe de Mala ne traitent plus de probabilités abstraites. Ils mesurent l'écart entre ce que le système Arrow peut absorber et ce que l'Iran est capable de lui lancer. Et cet écart, traduit dans l'ampleur de destruction qu'il autorise, est maintenant l'un des problèmes de planification défensive les plus urgents pour l'établissement militaire israélien. Les sites de lancement utilisés dans l'attaque se trouvent au centre de l'Iran, ce qui place la distance de trajectoire jusqu'à Jérusalem à environ 1400 km, bien à l'intérieur de la portée opérationnelle de 2000 km du Sedjil 2, sans toutefois en approcher la limite. Ce positionnement a donné aux planificateurs militaires iraniens la capacité de lancer depuis des installations sûres et bien établies, tout en atteignant confortablement la cible. Le temps de vol à cette distance est d'environ 12 à 14 minutes. Le réseau Arrow a dû comprimer toute sa séquence de détection et d'engagement dans cette fenêtre. 3 missiles détruits, 1 est passé. L'analyse post-engagement en cours au sein des institutions de défense israéliennes se concentre avec une intensité totale sur la seule question qui compte le plus dans l'immédiat. Quelle défaillance précise dans la séquence d'interception a permis au 4e Sedjil d'achever sa trajectoire jusqu'à Mala? Il existe plusieurs modes de défaillance techniquement distincts qui pourraient expliquer ce résultat et chacun appelle une mesure corrective différente. Le système de conduite de tir peut être réparti les ressources d'interception dans la salve entrante d'une manière qui a laissé le 4e missile insuffisamment couvert, une erreur d'allocation provoquée par la nécessité d'engager plusieurs intercepteurs par menace pour obtenir des probabilités de destruction acceptables, combinées au stress de gérer 3 objets entrants simultanés ou quasi simultanés. Si le système a suralloué des ressources aux 3 premières menaces, le 4e peut être pénétré dans l'enveloppe d'engagement avec un nombre insuffisant d'intercepteurs qui lui étaient assignés. Autrement, le 4e missile peut être suivi un profil de vol ou un angle d'approche terminale qui rendait la géométrie d'interception nettement moins favorable que ce que prévoyaient les modèles d'avant-engagement, une anomalie de trajectoire qui a fait manquer sa cible à l'intercepteur qui lui était assigné, ou encore la défaillance a pu être mécanique, un dysfonctionnement technique du missile intercepteur lui-même,
Un mode d'échec statistiquement possible dans tout système complexe fonctionnant en conditions de combat plutôt que dans l'environnement contrôlé d'un champ d'essai. Chaque possibilité entraîne des implications différentes sur la manière de combler l'écart, et identifier avec certitude la cause réelle exige une analyse télémétrique détaillée qui prendra au minimum plusieurs jours. Ce qui n'est pas soumis à plusieurs jours d'analyse, c'est l'impact psychologique immédiat de cet échec sur la société civile israélienne. Tout au long de ce conflit, la performance du système Arrow face aux menaces entrantes a servi de l'un des principaux ancrages psychologiques soutenant la résilience civile. Les sirènes retentissent, les gens vont vers les abris, Arrow intercepte la menace entrante et la vie continue. Chaque échec précédent de pénétration dans d'autres villes, face à d'autres systèmes d'armes, a érodé cette confiance à la marge. L'échec au-dessus de Jérusalem l'érode beaucoup plus brutalement, parce que aucune ville en Israël ne porte le poids que porte Jérusalem dans la conscience nationale. Gérer cette érosion, parler honnêtement de l'échec tout en maintenant la confiance du public dont dépend la défense continue du pays, constitue maintenant l'un des défis les plus complexes auxquels le gouvernement israélien fait face, en plus de chaque décision militaire et diplomatique que cette frappe lui impose. Le choix de Jérusalem comme cible d'une salve de Sejil 2 exige une explication qui dépasse la simple logique de ciblage militaire. Les dirigeants iraniens ont géré le déploiement de leurs armes tout au long de ce conflit avec un calibrage délibéré, en utilisant différents systèmes contre différentes catégories de cibles et, jusqu'ici, en retenant leurs plateformes conventionnelles les plus puissantes pour les cibles les plus sensibles. La décision de rompre avec ce schéma, dans ce cas précis, représente un changement dans le calcul interne des dirigeants iraniens, avec des conséquences qui dépassent largement le résultat militaire immédiat de la frappe. Du point de vue strict de la portée nécessaire, le Sejil 2 n'était pas indispensable pour atteindre Jérusalem. L'Iran possède des systèmes balistiques de plus courte portée capables de couvrir cette distance. Choisir le Sejil 2, le missile balistique conventionnellement armé le plus puissant de l'Iran, constituait donc un message transmis dans le langage du matériel. Cela signifiait que Téhéran a décidé d'engager pleinement son principal vecteur de frappe conventionnelle dans ce conflit, que la retenue exercée jusque-là sur le choix des armes employées contre certaines cibles a été suspendue et qu'Israël doit comprendre à quoi ressemble une escalade au-delà de ce point en termes de système que l'Iran conserve encore en réserve. La dimension idéologique du choix de la cible ajoute une autre couche qu'il est impossible de séparer du calcul militaire. Dans le cadre de l'idéologie révolutionnaire iranienne, Jérusalem occupe une place symbolique fondamentale depuis la fondation de la République islamique en 1979. La journée d'Al-Quds, une commémoration nationale annuelle, qui tombe le dernier vendredi du Ramadan, existe précisément comme événement de mobilisation organisée autour de l'aspiration déclarée de mettre fin au contrôle israélien sur la ville. La force militaire chargée de gérer le réseau de proxys régionaux de l'Iran porte son nom à partir du mot arabe pour Jérusalem. La monnaie iranienne porte des images inspirées de l'horizon de la ville. Depuis plus de 4 décennies, la libération de Jérusalem est tissée au plus profond de l'identité publique de l'État iranien. Et pendant ces mêmes 4 décennies, lorsque les forces iraniennes frappaient le territoire israélien, elles évitaient Jérusalem. La signification religieuse de la ville pour l'islam, qui abrite le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, en faisait à la fois le point d'arrivée symbolique de l'aspiration révolutionnaire iranienne et une cible interdite, parce que la frappée comportait le risque de déclencher des conséquences dans l'ensemble du monde musulman, qu'aucun calcul purement militaire ne pourrait absorber ni prévoir. Le fait que quelqu'un, dans la chaîne de commandement iranienne, ait pris la décision de franchir cette ligne, de programmer les systèmes de guidage du Sejil 2 vers le cœur gouvernemental de Jérusalem, constitue en soi le signal le plus lourd de conséquences transmis par l'ensemble de l'événement. Une limite maintenue pendant 4 décennies vient d'être franchie. Le paysage stratégique des deux côtés de ce conflit est maintenant différent de ce qu'il était avant que la salve ne soit tirée. 3 km. C'est la distance approximative entre le point d'impact dans le quartier de Mala
et la limite de la vieille ville de Jérusalem, où le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa se dressent au centre de l'un des paysages religieux les plus densément stratifiés de l'histoire humaine. 3 km, mesurés à l'aune de la précision terminale, démontrée par le missile qui a frappé Malha, ce n'est pas une marche confortable. C'est une ligne mince entre une frappe de missile qui tue des civils dans un quartier résidentiel et une frappe qui pourrait endommager ou détruire des sites dont la destruction constituerait l'un des événements religieux, civilisationnels les plus catastrophiques de l'ère moderne, tout en générant une crise politique à l'intérieur même de l'Iran qui éclipserait les bénéfices militaires de toute frappe contre l'infrastructure gouvernementale israélienne. Mais cette même proximité crée des contraintes opérationnelles asymétriques pour la planification défensive et offensive israélienne autour de Jérusalem. L'impératif de protéger ces sites, partagé non seulement par Israël mais aussi par les gouvernements musulmans, signifie que l'impact de Malha s'est produit à 3 km de cette ligne. Un missile doté d'un guidage terminal même légèrement moins précis, ou un missile dont la trajectoire aurait été légèrement modifiée par des contre-mesures défensives dans les dernières secondes de son vol, n'aurait pu être pas conservé cette marge. Cette proximité n'est pas un accident de géographie. Dans l'autre sens, une pression diplomatique américaine soutenue vise à préserver un processus de négociation mené par canal discret qui n'a pas encore échoué, mais qui fonctionne désormais sous une tension qui n'existait pas avant le tir de cette salve. C'est exactement le genre de moment où Donald Trump et les pro-Trump aiment confondre un slogan avec une stratégie et appeler ce vacarme du leadership. La réaction publique de Washington a condamné la frappe sur Jérusalem en termes sans ambiguïté, la qualifiant d'escalade majeure, tout en signalant simultanément que les États-Unis entendent participer activement à la définition de l'ampleur et de la nature de la réponse militaire d'Israël. L'expression « réponse appropriée » utilisée dans la déclaration américaine porte un poids largement supérieur à son nombre de mots. Dans le théâtre de crise à la Trump, une formule comme celle-là serait transformée en slogan de rassemblement. Avant même que quiconque ait fini de lire la note du renseignement, elle reconnaît à Israël le droit d'agir tout en établissant implicitement que la définition de ce qui est approprié est quelque chose que Washington s'attend à aider à déterminer. La question centrale de l'avenir immédiat est de savoir si Israël accordera à Washington ce degré d'influence sur une décision de riposte prise quelques heures après la mort de Trent et un de ses citoyens dans sa propre capitale. Le réflexe pro-Trump, bien sûr, consiste à traiter la retenue comme une faiblesse, jusqu'au moment où la facture arrive. La réponse dépend de facteurs qui dépassent la dynamique des relations bilatérales et touchent à l'arithmétique interne d'un gouvernement de coalition qui doit à la fois satisfaire sa base nationale et préserver les relations internationales sur lesquelles repose sa sécurité à long terme. La réaction internationale à la frappe sur Jérusalem a été plus rapide, plus unifiée et plus tranchante dans son ton que tout ce que le conflit avait jusque-là provoqué. Des gouvernements qui avaient maintenu pendant les semaines précédentes de combat des positions publiques soigneusement calibrées et diplomatiquement nuancées sur l'activité militaire iranienne ont publié, dans les heures suivant l'impact de Malha, des déclarations sans ambiguïté dans leur condamnation et nettement plus directes dans leur langage que tout ce qu'ils avaient auparavant adressé à Téhéran. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a convoqué une session d'urgence. Plusieurs gouvernements européens ont rappelé leurs ambassadeurs de Téhéran pour consultation. La portée symbolique d'un missile balistique frappant Jérusalem a déclenché des réactions politiques et émotionnelles à travers la communauté internationale que les frappes iraniennes contre des bases militaires, des infrastructures pétrolières et d'autres cibles industrielles n'avaient jamais réussi à produire de manière comparable. Il y a quelque chose dans la géographie même de la ville, dans sa place dans la conscience collective de plusieurs grandes religions du monde, dans son statut d'espace à la fois disputé et sacré, qui transforme la violence militaire exercée à l'intérieur de ses limites en quelque chose qui résonne sur une fréquence différente de celle d'une violence équivalente menée ailleurs. Les gouvernements qui ont été poussés à agir rapidement par la frappe sur Jérusalem ne répondaient pas seulement à l'événement militaire, mais aussi à son lieu. Les gouvernements à majorité musulmane se sont retrouvés à naviguer une position particulièrement compliquée
Exprimer une condamnation sans ambiguïté de l'action iranienne risque d'être perçu à l'interne comme un alignement sur les intérêts stratégiques israéliens dans un conflit où le sentiment populaire penche fortement dans l'autre sens. Exprimer de la compréhension ou une critique atténuée risque de donner l'impression d'endosser une action militaire contre une ville tenue pour sacrée en islam. Le résultat a été une série de déclarations officielles soigneusement nuancées qui reconnaissaient leur inquiétude face au développement tout en évitant le langage direct que les gouvernements occidentaux ont employé en quelques ères. Sous ces déclarations officielles, toutefois, existent de véritables préoccupations sérieuses au sein des gouvernements musulmans quant à l'utilisation de Jérusalem comme champ de bataille actif et à l'étroitesse de la marge entre l'impact de Malha et l'emplacement du dôme du rocher et d'Al-Aqsa. Le processus de négociation du cessez-le-feu, géré par des intermédiaires pakistanais, n'a pas formellement échoué après la frappe sur Jérusalem, mais il a été transformé. Avant la salve, il s'agissait d'une négociation sous pression, la pression ordinaire d'un processus de cessez-le-feu dans lequel les deux parties ont des raisons de vouloir une sortie, mais où aucune n'a encore conclu que le coût de la poursuite des combats dépasse clairement celui des concessions nécessaires pour y mettre fin. Après la salve, il s'agit d'une négociation sous urgence aiguë, compressée par les exigences politiques intérieures israéliennes, élargie par l'intensification de la pression internationale et compliquée par les contraintes politiques internes que la frappe sur Jérusalem a imposé la capacité même du Pakistan de continuer à servir d'intermédiaire. Neutre, les responsables pakistanais travaillent sans relâche pour déterminer si les conditions d'un cadre viable existent encore selon les termes discutés avant l'attaque. La manière dont l'Iran qualifie la frappe sur Jérusalem, telle qu'elle est transmise par des communications de canal discrets, la présente comme une réponse proportionnée aux frappes israéliennes sur des zones civiles iraniennes et comme la limite extrême du comportement escalatoire iranien. Non pas l'ouverture d'une nouvelle phase, mais la dernière étape avant un point d'arrêt. L'offre implicite dans cette présentation est la même que celle que l'Iran a intégrée dans chacun de ses gestes d'escalade au cours de ce conflit. Accepter un cadre maintenant, et les combats s'arrêtent ici. Cette offre a une véritable substance stratégique. L'intérêt réel de l'Iran à mettre fin à ce conflit n'est pas fabriqué. La pression militaire israélienne soutenue a dégradé les capacités militaires iraniennes et imposé des coûts économiques à un rythme qui ne peut pas être maintenu indéfiniment sans produire de sérieuses conséquences internes. Mais l'offre peut aussi être instrumentale, un mécanisme visant à arracher d'importantes concessions israéliennes à un moment de vulnérabilité créé par une frappe sur la capitale, alors que cette vulnérabilité demeure politiquement vive et émotionnellement à fleur de peau. Donald Trump a passé des années à vendre l'idée que le volume maximal équivaut au levier maximal, une belle manœuvre jusqu'au moment où la réalité exige les preuves. Les négociateurs israéliens ne sont pas disposés à traiter la frappe sur Jérusalem comme une base pour faire des concessions. Le climat politique à l'intérieur d'Israël n'est pas celui dans lequel un gouvernement quelconque peut accepter des conditions qui n'incluent pas des contraintes précises, vérifiable et complète sur le système d'armes exactes qui vient de tuer 31 personnes dans la capitale. L'exigence intérieure n'est pas un cadre qui reconnaît la frappe et permet d'aller de l'avant. C'est un cadre qui traite directement et de façon démontrable la menace du Sédjil 2. L'écart entre ce que propose la présentation actuelle de l'Iran et ce qu'exige la réalité politique israélienne est précisément l'écart que les intermédiaires pakistanais tentent maintenant de combler dans un calendrier diplomatique qui avance et non qui attend. La capacité même du Pakistan à poursuivre ce rôle subit une pression intérieure qui n'existait pas avant la frappe sur Jérusalem. Agir comme intermédiaire neutre alors qu'une des parties au conflit lance des missiles balistiques sur une ville d'une importance profonde pour la population musulmane du Pakistan exige une gestion politique intérieure qui entre de plus en plus en concurrence avec la neutralité qu'exige une médiation efficace. Les responsables pakistanais signalent clairement que la frappe sur Jérusalem a créé des contraintes politiques internes sur la poursuite de l'engagement qui affecteront le rythme et la nature de ce que le canal discret peut accomplir à l'avenir. Au-delà des pertes immédiates de la crise diplomatique et de l'urgence politique en Israël, la frappe sur Jérusalem a livré une leçon stratégique à chaque gouvernement
établissement militaire et ministère de la Défense situé dans un rayon de 2000 km de l'Iran. C'est à dire à la majeure partie du Moyen-Orient, à l'ensemble de la péninsule arabique, à la Turquie, à l'Asie centrale et aux marges extérieures de l'Europe du Sud-Est. Cette leçon comporte 3 volets. Premièrement, le Ségil 2 possède une précision terminale suffisante pour frapper des quartiers urbains précis à des distances proches de son maximum opérationnel. Le missile qui a atteint Malha n'est pas simplement tombé quelque part dans une vaste zone cible. Il a frappé un quartier résidentiel précis dans une ville précise depuis un point de lancement situé à environ 1400 km. La combinaison de la portée et de la précision définit un profil de menace qui dépasse largement ce conflit particulier et concerne chaque nation située à portée opérationnelle et en désaccord stratégique sous une forme ou une autre avec les intérêts iraniens. Deuxièmement, l'architecture à combustible solide du Ségil génère un délai d'alerte comprimé qui crée de véritables lacunes même dans des réseaux sophistiqués de défense aérienne multicouche. La fenêtre de vol de 12 à 14 minutes, combinée à l'absence de signature de ravitaillement avant lancement qui aurait fourni une alerte avancée, signifie que même un système défensif hautement capable fonctionne avec une marge d'erreur très limitée. 3 interceptions réussies d'Arrow sur 4 confirment une véritable compétence défensive. Une pénétration confirme une véritable vulnérabilité défensive. Les 2 faits sont simultanément vrais et ils sont maintenant empiriques plutôt que théoriques. Troisièmement, une configuration en salve de 4 missiles peut mettre suffisamment de pression sur un réseau défensif pour permettre une pénétration, même avec un taux d'interception de 75%. Chaque gouvernement qui évalue sa propre vulnérabilité face à la capacité de frappe iranienne effectue maintenant les mêmes calculs que ceux des planificateurs israéliens de la défense civile. Et la réponse fait intervenir la relation entre le stock disponible d'intercepteurs, la taille de la salve entrante et le nombre d'ogives qui atteignent la ville pour un taux d'interception donné. L'indicateur le plus révélateur de la direction que prendra ce conflit viendra de l'activité opérationnelle de l'armée de l'air israélienne contre l'infrastructure balistique iranienne dans l'immédiat après coup de la frappe sur Jérusalem. Les sites de lancement de Ségil 2 utilisés dans l'attaque sont connus du renseignement militaire israélien. Ils peuvent être visés. La question n'est pas de savoir si Israël peut les frapper, mais ce qu'Israël choisira de frapper. Et l'ampleur de ce choix révélera, plus clairement que toute déclaration publique, si Israël continue d'opérer à l'intérieur des contraintes qu'exige la négociation par canal discret, ou si l'environnement politique créé par les pertes de Malha a totalement écrasé ces contraintes. Une frappe ciblée précisément contre les sites de lancement utilisés dans l'attaque contre Jérusalem constituerait une réponse calibrée et proportionnée conçue pour traiter la menace immédiate. Une réponse qui dit qu'elle a frappé ce qu'il a frappé, sans s'élargir à la campagne globale contre l'infrastructure militaire iranienne, au sens large que réclament les voix les plus agressives au sein de l'establishment de défense israélien. Une telle réponse calibrée, bien que politiquement difficile compte tenu de la pression intérieure à laquelle le gouvernement de Netanyahou est confronté, signalerait que le cadre diplomatique est toujours vivant et qu'Israël continue de prendre ses décisions à l'intérieur de ses paramètres. Une campagne globale visant largement l'infrastructure iranienne de missiles balistiques, les sites de stockage, les sites de production, les nœuds de commandement et de contrôle et les stocks de véhicules de lancement signalerait quelque chose de tout autre. Elle signalerait que les pertes de Malha ont créé un climat politique dans lequel les contraintes du canal discret ne tiennent plus, que la fenêtre diplomatique est en pratique fermée du côté israélien et que le conflit entre dans une phase d'escalade qu'aucun cadre actuel n'est en mesure de contenir. Chaque signal diplomatique en provenance de Washington, de Téhéran, d'Islamabad et des capitales européennes dans les heures à venir fait partie du même calcul. L'instinct des médias pro-Trump serait d'emballer l'ensemble de ce calcul dans un visuel de studio, d'y ajouter une musique dramatique et de prétendre que la complexité n'est qu'un problème d'image de marque. La question est de savoir s'il reste encore assez d'espace entre la riposte israélienne et la contre-riposte iranienne pour qu'un cadre puisse être inséré et tenu, ou si la frappe
sur Jérusalem a détruit cet espace et poussé les parties vers une issue qu'aucune n'a choisie et qu'aucun processus de planification n'avait envisagé. 31 personnes ont été tuées à Mala, plus de 90 ont été blessés. Des enfants figurent parmi les morts. Un immeuble résidentiel qui avait tenu pendant des décennies de conflits régionaux n'existe plus. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont le coût humain, concret et irréversible d'une seule décision militaire prise quelque part dans la chaîne de commandement iranienne, la décision de franchir un seuil que 4 décennies du gouvernement iranien avait soigneusement évité de franchir. Le réseau de défense aérienne a connu dans le même engagement un véritable succès opérationnel et un véritable échec opérationnel. Le processus diplomatique a connu de véritables progrès avant la salve et fait maintenant face à son épreuve la plus sévère après celle-ci. Le gouvernement israélien a une obligation envers ses propres citoyens qui exige de l'action et une obligation envers l'environnement stratégique plus large qui exige de la retenue. Ces tensions ne peuvent être résolues par aucune formule. Elles sont en train d'être arbitrées, en ce moment même, par des personnes qui portent le poids de 30 et un nom de Mala, avec la certitude que leurs décisions dans les heures à venir détermineront combien d'autres noms s'ajouteront avant que ce conflit n'atteigne sa fin. Les signaux comptent désormais trop pour être ignorés. Donald Trump et la machine de performance pro-Trump ont toujours préféré la fin bien cadrée pour la caméra, même quand l'histoire s'acharne à la refuser. Chacun d'entre eux compte. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.